On revient sur le plateau, on va parler maintenant du Mali. Les recours de l'opposition ont été rejetés. Le président malien sortant, Ibeka, sera donc au second tour face au chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Ce sera donc l'affiche du 12 août prochain. C'est confirmé par la Cour constitutionnelle ce mercredi, qui a donc rejeté le recours introduit par l'opposition. Soumaïla Cissé qui clamait que les résultats n'étaient pas sincères ni crédibles car entachés de fraude, a vu son score très légèrement revu à la baisse puisqu'il a obtenu 17,78% alors qu'il était au départ crédité de 17,80%. Alors, le match, Dominique Alizio, donc, se joue entre Soumaïla Cissé et Ibeka, c'est définitif, mais ce recours-là, est-ce qu'il était fantaisiste? Bon, puisqu'il y a les trois candidats qui suivent après Ibeka et Soumaïla Cissé ont également déposé, notamment l'homme de la NASA, Modibo Kita, et puis Salou et Diallo. Donc, eux aussi, ils ont déposé parce qu'ils estiment qu'ils ont été volés. Bon, le chef de file de l'opposition qui avait une grande marge qui était très loin de ça, puisque l'autre avait 8% et Modibo Kita 7%. Donc, vous savez que l'écart était un peu grand. Mais lui aussi, il estime qu'on l'a volé. Mais est-il que ce recours, qu'on valide ou pas, le placer déjà en deuxième position pour aller affronter, peut-être, c'est une manière de voir si la Cour devait peut-être considérer leur plainte et voir que est-ce que c'est seulement 17%. Il avait eu plus que ça. Et ça aurait pu lui permettre donc de montrer au moins, parce que si par exemple, par extraordinaire, il venait à gagner, les gens vont dire mais comment de 17% il a pu gagner. Bon, d'ailleurs, encore que les deux candidats qui le suivent n'ont pas donné de consigne de vote non plus. Donc c'est ça aussi qui relance les enjeux, puisque ça fait le jeu de Ibeka qui doit actuellement se frotter les mains, parce que si les autres n'ont pas donné de consigne de vote, lui qui est déjà à 41%, et il va gagner. Et en plus, il voit encore son score légèrement monter, puisque les recours ont permis de corriger. Il était au départ à 41,42, il est maintenant à 41,70. Ah voilà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ça, au fait, puisque des gens ont fait croire que, bon, lorsqu'il y a alternance, tout se passe bien, comme au paradis. Mais voilà un président, Ibeka, est démocratiquement élu par le peuple malien. Et voilà, il organise des élections et que ses opposants crient au scandale, procurent aux fraudes, qu'on a bourré des unes. Voilà un président démocrate qui organise des élections comme ça. Ce qui devait faire comprendre à ceux qui font croire que l'alternance, avec l'alternance, tout est bon, tout est calme, tout est propre. Oui, mais voilà ce que son opposition dit. Oh, lui étant un produit, étant sorti de l'opposition pour prendre le pouvoir, il devait quand même faire des élections applaudies par tous. Mais tel n'est pas le cas. L'opposition parle de bourrage parce qu'il est au pouvoir. Bourrage dur. Naturellement, parce qu'il est au pouvoir. C'est avant, lui aussi, quand il était dans l'opposition, c'est ce qu'il recusait à ATT. Que ATT aussi volait. Ben, aujourd'hui, lui aussi, il vient et si la version ou bien si l'affirmation des candidats sont réelles, parce qu'on ne sait pas si eux aussi font des surenchères ou c'est une réalité. Bon, ce qui est quand même avéré, c'est que les gens ont trouvé curieux que dans les zones où il y a l'insécurité grandissant, les gens ont rapidement retiré des cartes de vote, et surtout, il y a beaucoup de bureaux de vote dans ce secteur-là. Les gens se demandent, mais comment là où les gens, il y a insécurité, les gens ne se déplacent pas, il y a beaucoup d'hommes. Bon, on attend de voir si l'opposition a vraiment des preuves avérées pour étayer ces accusations. Alors, Pasteur Edo, il y a quand même quelque chose peut-être sur laquelle il faut s'interroger, c'est qu'on a une élection qui est organisée avec 24 candidats. Le président arrive avec 41%. Si on s'était unis, c'est-à-dire si au niveau de l'opposition il y avait union, on l'aurait battu. Non, mais au fait, ce n'est pas aussi évident, puisque rien ne prouve que tous ces candidats-là, multiples-là, sont du côté affection de l'opposition. Il peut y avoir... Tous ceux, ils ont critiqué le bilan du président. Non, je crois sur les 24, je crois qu'il y a 17. Enfin, il y a 17 qui ont quand même contesté. Oui, mais quand vous vous présentez contre quelqu'un, ça suppose mais il y a d'autres aujourd'hui qui il y a d'autres aussi. Il faut reconnaître quand même que dans tout ce lot-là, il faut reconnaître dans tout ce lot-là, il y a des candidats qui font quand même le jeu du parti au pouvoir. Bon, dans tout ce cas-là, mais c'est vrai quand même, si
s'ils étaient allés quand même... s'ils étaient allés comme aux élections en rang serré, comme on le dit, le score allait être autrement. Mais je crois quand même que ça permet quand même le jeu démocratique d'être ouvert. Et cela nous permet aujourd'hui d'aller au second tour. Donc on n'a pas à se plaindre de la pléthore de candidatures. Non, bon, on n'a pas trop à se plaindre parce que ça fait le jeu, ça ouvre le jeu politique. Et ça permet aujourd'hui d'aller au second tour. Mais en tout cas, il y aurait faute, en principe, il y aurait faute si le IBK est élu au premier tour. S'il était élu au premier tour, alors ça allait être un scandale. Ça allait être un scandale. Ça allait être un scandale. Mais à travers les fraudes. Oui, son score de 41% aujourd'hui, maintenant, c'est le même duel qu'en 2013. Hein. C'est le même duel, les mêmes personnes qui se retrouvent encore. Mais cette fois-ci... on note aussi que s'il n'y avait qu'un seul tour, il aurait passé avec 41. Donc un seul tour, c'est dangereux pour la démocratie. Justement, s'il y avait un seul tour, il aurait passé avec 41%. Et là, ce n'est pas la majorité, mais c'est comme si le premier... C'est-à-dire c'est le premier. Ce n'est pas antidémocrate. Non, ce n'est pas antidémocratique, mais quand vous gouvernez un pays quand même en deçà de 41%, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et les autres, ils sont partagés les petits pourcentages. Oui, mais ce qui veut dire que vous gouvernez un pays quand même dont vous n'avez pas la majorité. Non, c'est ça. C'est ça, c'est un scandale. Donc c'est pourquoi il faut aller au second tour. Et justement, c'est ça aussi le cas de notre pays. On va revenir sur notre pays. Il y a aussi beaucoup qui critiquent, notamment dans le cadre du Mali, l'organisation des élections par le ministère de l'Administration. On trouve qu'une commission indépendante aurait mieux fait l'affaire. Comme le Togo. J'ai pas donné d'exemple. C'est un cas avéré, réel. J'ai pas donné d'exemple. Mais donc... non, ce que les gens oublient de dire, c'est que le Mali, c'est un pays en guerre. Et organiser des élections dans un pays en guerre n'est pas aussi aisé que d'organiser des élections dans un pays tout à fait normal. Moi, j'ai trouvé dans l'élection malienne que l'opposition, la pléthore de candidatures a quand même desservi l'opposition. Et que on pourrait trouver des accords pré-électoraux pour se souder derrière. Quand même, tout le monde savait que Soumaïla Cissé était mieux placé que tous les autres. Pour affronter IBK dont le bilan est désastreux. Sur le plan d'abord sécuritaire, sur le plan économique, de la croissance économique. Et n'oubliez pas que dans toute la sous-région ouest-africaine aujourd'hui, le Mali est le mauvais exemple en matière de croissance économique. Donc, il faut dire que les opposants auraient pu trouver des accords préélectoraux. Peuvent trouver des accords préélectoraux pour se souder derrière Soumaïla Cissé et il gagnerait haut la main. Voilà. Donc, mais ce qui était encore plus frappant, c'est le score de IBK dans les zones en guerre. Vers Mopti, vers le nord, au niveau des Touaregs, où la rébellion était vraiment forte. Alors que, justement... Et on a vu ce qu'ont subi ces premiers ministres qui ont tenté d'aller dans la zone. Et que c'est justement l'action et la gouvernance de IBK que les rebelles contestaient, surtout au niveau de l'Azawad. N'oubliez pas que c'est une région où ils voulaient avoir leur indépendance parce que c'est la région aurifère. Ils avaient cette demande depuis. Je ne t'ai pas coupé la parole. Donc, c'est juste pour t'aider à... Même avant à t'aider. Donc, l'Azawad qui voulait avoir son indépendance parce qu'il considérait que la zone était la plus riche de manière aurifère, et il contestait le pouvoir. Et c'était Blaise Compaoré qui servait de pont entre eux pour essayer de calmer les tensions, etc. Et on a constaté, bizarrement, que lors du dépouillement, c'est dans ces zones-là où IBK a eu beaucoup plus de voix et que Soumaïla Cissé, qui a promis aux populations de l'Azawad, justement, de leur donner une autonomie, ce qui devrait normalement les booster. Donc, il faut dire que cette élection au Mali est une élection où l'opposition a péché. L'opposition a péché. L'opposition a péché par la pléthore de candidatures. À qui a profité l'abstention?
L'abstention profite parce qu'on a un premier tour avec moins de 45%. Non, c'est l'habitude au Mali. C'est l'habitude au Mali. C'est l'habitude au Mali. Il n'a jamais eu 50%. Peut-être que ceux qui ne sont pas allés voter, c'est des gens qui sont un peu aigris et qui ne croient même pas aux élections. Et ils se sont dit, bon, ça ne vaut même pas la peine d'aller. Si c'était déplacé, sûrement qu'ils allaient voter contre le pouvoir. Donc, je crois que l'abstention l'a arrangé. Et avec cette capacité qu'il a eue à trouver des voies dans des zones en guerre et autres, ou dans des zones hostiles, je crois que ça lui a permis donc de racoler, de monter à 41%. Maintenant, ils sont maintenant deux. La première élection d'ailleurs au Mali où on a eu vraiment un fort taux de participation aux élections, c'était après après le coup d'État de ATT pour rendre le pays démocratique. C'est à ce moment, c'est à ce moment où on a eu presque 76% de participation. Et depuis là, c'est toujours 40. Les Maliens ont été tellement déçus. Quand vous allez à Bamako, vous voyez que... Non, en fait, ils n'ont pas la culture d'aller voter, au fait. Et ils n'ont pas aussi l'institution, tu sais, les Maliens. Oui, bien sûr. Ils ne vont pas à l'école. Oui, c'est des bergers, des commerçants. Des bergers. C'est pas parce qu'ils vont à l'école, Dominique. Il faut relativiser les choses. C'est parce que le Mali est un pays de tribus. Donc, de tribus où la chefferie ou bien le roi compte beaucoup. Donc, ça veut dire que pour eux, on leur impose, non pas leur imposer, c'est leur roi, c'est leur chef, ils ne voient pas l'intérêt encore d'aller voter. Donc c'est une question, c'est comme en Libye par exemple, c'est une question de tribu, c'est comme en Libye, les tribus en Libye. Donc pour eux, la notion d'abord d'aller voter leur paraît comme une défiance envers l'autorité établie. Seulement ces autorités traditionnelles sont également dans des partis politiques. Et non, donc normalement, ça c'est sur un plan purement... On va marquer la pause et puis on revient sur le dernier sujet de ce soir.